Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, pour un nouveau numéro de notre format Super Friends qui s'intéresse aux personnes qui font vivre la pop culture par leur travail. Aujourd'hui, on se fait une petite édition spéciale où on va partir de la bande dessinée en tant que telle, mais on va vous parler de beaux ouvrages et même, je dirais, de belles ouvrages d'illustration avec deux personnes qui ont fait le pari fou de monter une maison d'édition en Big 2026. J'ai le plaisir avec moi d'avoir dans ce podcast, alors une personne que vous connaissez déjà puisque vous l'avez déjà entendu en l'occurrence et que c'est celui que l'on appelle l'éminence grise des First Print Awards, César Bastos. César, tout simplement, tu es avec nous. Salut César. Salut Arnaud. Je suis déjà venu au micro De First Print, oui, alors pas souvent. Pas souvent parce que tu sais bien que mon antichauvisme fait que tu n'es pas souvent invité dans ce podcast, mais oui, tu nous avais parlé de Geoff Darrow même. Ah oui, j'avais fait la petite séquence, c'est ça. Dans les back issues du confinement, il y a 5 ans, un peu plus. Il s'en est passé des choses depuis. C'est ça, oui, mais tu montes les FPA avec nous aussi maintenant depuis 2 ans, donc quelque part tu nous as jamais quittés. En fait. Oui, et c'est en ça que le terme d'éminence grise est plutôt approprié, effectivement. Voilà, et on parle souvent de toi pour mettre en avant aussi ton travail sur les podcasts que tu fais de ton côté quand tu as le temps de les faire. Et qui reviendront un jour. Puisque tu es un homme très occupé. Mais à côté de nous, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Alincan. Bonjour Julie. Bonjour Arnaud. Alors moi, je ne te connais pas encore et c'est la première fois que les gens t'entendent dans notre podcast. Et avant de parler vraiment, donc vous êtes là tous les deux puisque vous avez fondé ensemble donc la structure Label Ouvrage, donc des projets de beaux livres illustrés pour donner de nouveaux écrins à des classiques de la littérature. Est-ce que je présente relativement? Oh bah écoute, tu paraphrases peu ou prou le communiqué de presse, donc merci. Peut-être que c'est complètement inconscient, parce que c'est vrai que je l'ai lu, mais j'avais même pas l'idée de vouloir le paraphraser comme ça. Mais avant d'aborder un petit peu ce projet, j'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur vos parcours respectifs, pour savoir d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait avant de monter ce projet. Donc Julie, je vais commencer par toi. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous dire ce que tu as fait dans l'édition, notamment globalement? Ouais. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans l'édition. Moi, j'étais assistante d'édition dans une toute petite maison d'édition d'art contemporain. Voilà, on travaillait beaucoup avec les musées à l'époque et on était 2, donc on faisait un peu tout. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de faire autre chose, donc je suis passée dans une maison d'édition, qui faisait plutôt du document d'actualité. Maison d'édition qui a grossi, et donc on m'a demandé de choisir mes fonctions à un moment donné. Je pouvais plus tout faire, et du coup, j'aimais beaucoup travailler avec les imprimeurs. Donc j'ai décidé de me spécialiser en fabrication à l'époque, et donc c'est comme ça que j'ai commencé officiellement la fabrication. Et que je suis arrivée par la suite aux éditions Brajlon en tant que chef de fab adjointe à l'époque. Et voilà, j'y suis restée 15 ans et j'ai fini directrice de production. Et donc, j'ai fabriqué plein de beaux livres. C'était chouette. Voilà. En gros, mon parcours. Justement, pour revenir un peu juste sur c'est quoi ce qui t'intéressait dans la fabrication J'aime les beaux livres, en fait. Vraiment, fondamentalement, j'aime ça. J'aime la recherche autour. J'aime, parce qu'un beau livre, ça peut être fait de plein de façons différentes. Je suis aussi quelqu'un qui aime beaucoup les tableaux Excel. Pour le coup, je suis très à l'aise avec tout ça. Donc voilà, il y avait un côté très pragmatique dans la fabrication. Et puis l'art du beau aussi, en fait. Travailler avec des graphistes, travailler avec des illustrateurs déjà, travailler avec des artistes, faire en sorte que de faire des beaux ouvrages qui plaisent au plus grand nombre, c'est chouette. Et comment est-ce qu'on définit un beau livre, en fait? Est-ce que c'est juste un ouvrage qui sera à couverture cartonnée avec un petit effet sur la fabrication? Est-ce qu'il y a une définition vraiment de ce qui rentre dans la catégorie beau livre? La définition la plus courue, c'est un livre illustré et a priori plutôt relié, effectivement. Donc relié, c'est une couverture cartonnée. Mais ça, c'est la définition courante. Moi, j'ai envie de dire, un beau livre, c'est un livre qui vous plaît. Point. Vous avez envie de l'ouvrir, vous avez envie de l'afficher dans votre bibliothèque. Qu'il soit avec une couverture cartonnée ou pas. Moi, j'en ai plein que j'ai affichés qui sont pas du tout reliés, par exemple. Mais juste parce qu'effectivement, la couverture est magnifique. Ils ont effectivement bien su jouer avec tout ce qui est options de fabrication, effets de fabrication, vernis sélectif et autres. C'est tout ça. Moi, j'ai envie de dire, un beau livre, c'est un livre qui vous plaît. Voilà. César, je me tourne vers toi aussi, juste pour faire un petit peu un bref rappel de ton parcours.
T'as aussi bossé chez Brajlon en plus. Ouais, j'ai fait presque 10 ans là-bas. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Tout à fait. Je les ai quittés il y a 7-8 ans, quelque chose comme ça, avant de devenir un peu freelance, puis après de rejoindre Alexandre Loss, le frère de Marc, que tu as reçu plus d'une fois ce micro, je crois. Et on a une petite agence. Alors que lui ne m'a jamais renvoyé l'ascenseur. Et c'est pas faux de lui dire. Et je tiens à lui dire, Marc, si tu m'écoutes, voilà. Eh ben écoute, je lui en parlerai Méchant, pas beau, Marc. Mais avec son frère, donc on a une petite agence de communication. Red 5. Exactement, ce qui nous permet d'avoir une structure pour faire déjà manger, d'avoir des prestations variées pour des clients de tous horizons et notamment dans le domaine culturel, et parfois de s'amuser avec des initiatives dont la rentabilité n'est pas assurée, mais qui permet d'avoir justement d'orchestrer la paperasse et tout ça. Et c'est dans ce cadre-là que je t'avais proposé qu'on lance les First Print Awards ensemble. Donc chez Brajlon, très rapidement, je m'occupais de la communication à l'époque où les réseaux sociaux n'existaient pas forcément. Donc tu l'as signifié en parlant de ma calvitie, mais je suis vieux, j'ai plus de 40 ans. Et donc j'ai commencé à parler aux lecteurs à l'époque où ni Facebook, ni Twitter, et encore moins Instagram n'existaient. Donc c'était du blog, c'était des forums, des trucs comme ça, quoi. Et donc il a fallu que je m'adapte à tout ça, à tous ces multiples revirements dans le monde de la communication des livres. Étant un des porte-parole de la société, j'avais un constant relationnel avec les lecteurs qui m'a pas lâché même après Brajlon, quand j'ai fait des missions variées. Et voilà pour le petit background. Comment on communiquait? Justement, tu parlais de blog de forum. Est-ce que tu peux un peu nous, parce que moi, je suis pas nostalgique, du coup, d'un temps que je n'ai pas connu, mais ça m'intéresse vraiment justement, dans une ère où maintenant, en fait, tout passe, beaucoup de choses passent par les réseaux sociaux. Comment on faisait en tant que maison d'édition pour communiquer sur des bouquins avant? Alors, déjà, il y avait un monde où les attachés de presse étaient, plus sollicités qu'aujourd'hui, et où les métiers d'attaché de presse et justement de community manager et tous les communicants n'étaient pas souvent fusionnés sous une seule et même bannière. Et moi, par exemple, à l'époque, j'ai cité un vieux gros mot à l'époque qui était le mot forum, en fait. À l'époque où on avait beaucoup de maisons d'édition qui apprenaient ce que c'était que de communiquer à l'ère d'Internet. En fait, Brajlon avait été faire de lance en proposant un forum, et donc en proposant aux gens de venir dans l'un de leurs espaces pour pouvoir communiquer directement avec eux, leur donner des informations, etc. Puis il y a eu les blogs où là, pareil, on brillait en proposant des actualités autour de nos univers, et là encore, les gens venaient à nous. Et c'est quand il y a eu le switch avec d'abord Facebook, puis Twitter, puis toutes les initiatives qui ont suivi, où là il a fallu se remettre en question, et donc il n'y avait pas 6 mois sans que mon métier était le même. Et du coup j'ai beaucoup appris, et voilà comment aujourd'hui on doit être amené à réfléchir à tous les mois maintenant à comment on va diffuser une information par exemple en tant que prestataire. Quand je demande à un client ce qu'il veut faire, je lui demande quels sont les réseaux sur lesquels il fonctionne, sur lesquels il peut avoir une prise sur les followers qui suivent ses contenus, ses ouvrages, quelle que soit sa production. Et à partir de là, je détaille un plan de bataille pour pouvoir m'assurer que ce pourquoi il m'embauche trouve succès et trouve des gens à qui refiler son produit. On t'a pas encore vu sur TikTok, je crois. À titre alors si, mais tu m'as pas vu moi, en fait. Tu as vu quelqu'un qui... Non, mais toi, je te verrais bien faire des petits TikTok et tout. Mais non, mais nuance grise, encore une fois. Tu veux pas? Non, vraiment pas, non. Je suis très... En fait, tu parlais de podcast tout à l'heure. En fait, je pense que le côté vocal me plaît beaucoup plus, mais justement pour rester dans un domaine où j'ai un quelconque maîtrise. Un introverti qui veut pas montrer sa tête. Bon, il y a peut-être un peu de ça, mais c'est plus une envie de maîtriser ma présence en ligne, en fait. Il n'y a pas de souci. Je comprends parfaitement, mais je vous invite quand même à lancer le hashtag un TikTok pour César, histoire de faire un peu monter la pression, pour avoir sa petite bouille sur les réseaux des jeunes. Écoute, si ça cartonne, et je dis pas non. Voilà. Ça peut être un bonus. C'est ça, voilà. Vous pouvez le rajouter dans votre campagne juste après ce podcast-là. Très bien. Alors, est-ce qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet? Donc, déjà, en fait,
Qu'est-ce que c'est là, enfin d'où vient l'idée de Label Ouvrage en fait, comment vous est venue cette idée? Julie, je me tourne vers toi pour faire le storytelling. Le nom ou l'idée, le projet? D'abord l'idée, puis le nom, sauf si c'est le nom qui arrive en premier, mais on va faire les deux de toute façon. Oui, le projet. En fait, moi, ça faisait 15 ans que j'étais aux éditions Brajlon et j'avais envie de faire autre chose. Je commençais à m'interroger, en fait. J'avais envie d'apprendre autre chose, surtout. Et puis, petit à petit, l'idée est venue, moi toute seule, comme une grande. Voilà, en me disant mais il y a peut-être un truc à faire. Et puis l'idée c'était de faire un livre tel que je l'entendais, c'est-à-dire de tenter des choses. Là en l'occurrence c'est une fabrication un peu spéciale puisqu'on est sur un étui avec des coupes franches. Alors pour ceux qui pour la il va majorité falloir des nous gens, faire du dico, mais en même temps les gens sache que sur First Print les gens s'intéresse beaucoup en fait à la fabrication. Donc on est super content d'avoir une professionnelle là-dedans pour nous expliquer tout ça. Et en fait, un étui avec coupe franche, ça se fait notamment pour les catalogues de luxe, etc. C'est un étui où on voit le carton apparent, c'est-à-dire et donc ça fait comme un cadre. Donc l'idée, comme j'avais déjà très envie de mettre des artistes en avant, c'était de former un cadre autour d'une illustration avec l'étui. Voilà. Mais voilà, ça se fait pas beaucoup dans le monde du livre. Ça se fait pas beaucoup chez les imprimeurs non plus. Donc j'ai pas mal galéré, on va le dire, pour trouver des imprimeurs et des cartonniers qui acceptent de répondre à mes demandes. Donc voilà. Donc en fait, l'idée est venue petit à petit, et puis j'ai parlé de tout ça autour de moi, voilà, en disant j'ai envie de faire ça, etc. Les retours étaient plutôt enthousiastes. Et puis, voilà, du coup, mon histoire de vie a fait que je suis partie de Brajlon et que le projet est devenu de plus en plus concret. J'ai rencontré César qui m'a dit... Alors, à la base, je l'ai rencontré parce que je voulais le faire travailler. Elle m'avait oublié. Je voulais le faire travailler pour lancer le crowdfunding. J'avais déjà en tête de lancer un crowdfunding et César m'a dit plutôt que de me faire travailler, en fait, je préférais être ton associé. Ce qui est plutôt chouette là aussi. Donc ça m'a fait très plaisir. Donc évidemment, j'ai dit oui. Voilà, c'est un peu comme ça qu'est né le projet, mais j'ai envie de dire que c'était une idée et puis c'est ça fait quand même 1 an et demi quand même maintenant. Ça a mis du temps entre le moment où j'ai l'idée et le premier prototype et celui de maintenant. Il s'est passé 15 prototypes entre les deux. Ça a mis du temps à mûrir, à la forme, etc. Et voilà, on est content du résultat, je crois. Et pour ce qui est du nom de Label Ouvrage, clairement, ça vient de l'expression. C'est de Label Ouvrage. Très beau livre. Il y a eu 2-3 noms de code, mais qui sont pas restés longtemps. Oui. Mais quand Julie, en fait, m'a consulté en mode, toi qui fais du financement participatif, qu'est-ce que tu penses du projet? Et effectivement, moi, j'ai été suffisamment fan pour m'imposer. Mais il y a le fait que très souvent, quand on me propose justement un projet à marketer, que ce soit dans le cadre d'un financement participatif ou autre chose, bien souvent, je réussis à partager la vision que le client essaie de me donner et de trouver la cohérence qu'il voit lui. Et à partir de là, essayer de sortir de sa boîte pour voir comment on peut amener le projet au lecteur ou au souscripteur. Et là, ce qui arrive plus rarement, c'est que l'envie est venue en fait de m'investir plus qu'en tant que simple associé temporaire pour faire la communication du projet. Il y avait le fait que Julie, je l'aimais beaucoup et je l'estimais son travail suffisamment pour me dire, avec elle au moins, si on s'engueule, ce sera pour de bonnes raisons, et si on a des désaccords, on se parlera comme des gens censés doivent le faire. Et en l'occurrence, tu te souviens de la fois qu'on a repris contact? C'était dans une Fnac. Oui. Ouais. Oui, j'étais à la même Fnac que toi à Rony et j'entends la voix de Julie parler à son fils qui était en train de se rouler par terre. Et je me revois quelques années plus tôt dans le bureau de Julie en train de l'entendre parler à ses imprimeurs. Et donc je me retombe, je me dis, mais Julie, tu parles à tes enfants comme à tes imprimeurs, quoi. Et donc à partir de là, elle me dit, tiens, faudrait que je te parle, j'ai peut-être un projet. Dire que les imprimeurs se roulaient par terre aussi, alors? Non. Ou alors pas devant moi. Mais disons qu'à l'époque, elle pouvait avoir
Un pouvoir de domination, c'est certain, envers certains imprimeurs, en fait. C'est pas comme ça que je le traduirais, moi, mais... Hésite pas à te défendre, hein, bien entendu. Oui. Non, c'est juste, effectivement, quand on travaille, surtout dans une entreprise telle que Brajlon, donc on parle quand même de beaucoup d'exemplaires. On parle sous, on parle gros sous. Donc, effectivement, des fois, il faut être un peu ferme. Les attentes sont fortes, etc. Et il se trouve que tu m'as croisé au moment où il fallait que je sois un peu ferme avec mon fils. Mais tout ça pour dire que j'avais confiance en elle pour les deux aspects qu'elle t'a évoqués tout à l'heure, les fichiers Excel d'une part, et surtout l'aspect de fabrication, parce que moi, dans les métiers du livre, il y a plein de choses qui me passionnent, mais la fabrication, je veux absolument rester en surface parce que c'est un marasme où moi, si je mets les mains dedans, je vais faire plus de conneries qu'autre chose, quoi. Donc, son projet étant super, moi je me suis dit, écoute, je pense qu'humainement ça peut matcher aussi, et nous voilà 1 an et demi plus tard. Oui, c'est ça. C'est passé très très vite. Mais alors, du point de vue justement fabrication, quand tu veux faire donc un beau livre, c'est quoi les différents paramètres en fait que tu prends en compte? Quels sont les différents ingrédients entre guillemets du beau livre? Alors, déjà, étui ou pas étui? Voilà. Est-ce qu'on protège le livre ou pas? Qu'est-ce qu'on fait de cet étui? Est-ce que c'est juste un étui protecteur ou est-ce qu'on en fait un élément de plus? Nous, en l'occurrence, c'est quand même un élément de plus puisque ça vient faire un peu tableau. C'est le but. Ensuite, le livre en lui-même, qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'il est relié? Est-ce qu'il est broché? Donc, relié, c'est avec une couverture cartonnée. Broché, c'est quand c'est souple. Est-ce qu'on coud ou pas? Est-ce qu'on colle le livre? C'est pas la même durée de vie. Le papier, crucial. Est-ce qu'on prend un papier standard? Voilà, comme vous voyez la plupart du temps dans les livres que vous achetez, ou est-ce qu'on prend un papier premium, sachant que ça peut tripler le coût du papier et c'est pas rien dans le coût de fabrication générale. Et en même temps, un très beau papier, c'est très joli pour les gens qui sont un peu sensibles à ça. Voilà, la mise en page aussi. La mise en page est cruciale. Est-ce que on essaye de faire le moins de pages possible et donc on va un peu tasser la mise en page, ou est-ce qu'on est parce que encore une fois le papier ça coûte très cher, c'est la moitié du prix. C'est l'élément déterminant. Oui, c'est la moitié du coût de fabrication en gros. Donc la tentation de réduire un peu la pagination est forte souvent et à raison parfois. Là, il se trouve que nous, l'idée c'est vraiment de faire un très bel objet. Donc, la pagination est importante, notamment les Trois Mousquetaires. On est à plus de 900... 760 Non, 900, plus de 960 pages, je crois. Il me semble. Bon, de toute façon. Et voilà. Et donc, du coup, on privilégie une mise en page agréable, jolie, etc. On est vraiment... donc, voilà. En gros, il faut pas penser à tous ces éléments-là. Comment ça a évolué? Est-ce que toi, tu as été dans l'industrie toutes ces dernières années depuis... parce que nous, on avait beaucoup parlé de fabrication aussi, de coûts des matières premières avec la bande dessinée, mais de toute façon, je pense que ça a touché toute l'industrie du livre. Est-ce que tu peux un peu juste nous dire comment ça a évolué ces derniers temps? Est-ce que ça s'est calmé par rapport à la flambée des prix de 2021-2022, ou est-ce que c'est toujours le bordel? Ça a un peu retombé au niveau... Le coût du papier est un peu diminué, mais évidemment qu'il est parvenu au niveau d'avant la crise. Alors pour ceux qui savent pas, effectivement le monde du livre a traversé une grosse crise du papier au moment du Covid. Les prix ont flambé complètement parce qu'on était à plus de 30 à 40%, et surtout on était en phase de pénurie, c'est-à-dire qu'on n'arrivait plus à se procurer du papier. On pouvait plus réimprimer, c'était plus possible. Enfin, c'était vraiment la guerre. Voilà. Et c'est plusieurs aspects. C'était les cartons qui servent aux livraisons. C'était vraiment la totale, quoi. C'était pas seulement les papiers des bouquins. Ouais, c'est la totale. Et puis il se trouve que Covid, on n'a pas pensé à ça, mais les gens se faisaient beaucoup plus livrer, donc plus grosse commande de carton, les mouchoirs en papier. Enfin, tout, voilà. Et comme les papetiers se font un peu plus d'argent en vendant du papier pour des mouchoirs ou du carton, etc., que du papier pour les livres, on était un peu la dernière roue du carrosse. Voilà. Donc c'était une période très très compliquée. C'était un peu la bataille pour trouver du papier à prix pas trop élevé.
Donc, on est revenu à quelque chose de quand même beaucoup plus normal. Les prix ont un petit peu baissé, mais on n'est pas revenu au prix d'avant Covid, clairement. Et de toute façon, ça touche aussi tout le reste aussi sur l'encre, les cartons, les reliures, enfin tous les process de fabrication alors. Le coût de l'électricité a augmenté, donc voilà, les imprimeurs ont dû augmenter leurs tarifs aussi. Oui, globalement, en quelques années, le coût de fabrication à l'unité a beaucoup augmenté. Ouais. Ce qui a contribué au phénomène d'inflation que tes auditeurs ont dû remarquer au fil des années. Oui, que tout le monde, dont tout le monde est bien conscient, mais c'est bien aussi de rappeler un peu les éléments qui ont créé cette inflation, qui s'est relativement stabilisée maintenant, mais après 3 années où chaque semestre, en fait, on voyait les coûts des bouquins augmenter de façon, enfin voilà, notamment pour les maisons d'édition qui ont des codes prix en fait qui étaient mis à jour assez singulièrement. Ouais, j'imagine que c'était le cas aussi chez Brajlon. Alors. Oui, complètement. Il a fallu s'adapter en fait. C'était une période particulière pour les éditeurs. Je m'en souviens un peu comme ma guerre personnelle. Hein. De son Vietnam. Ouais, c'était mon Vietnam pour le coup, parce que vraiment on était. Il fallait trouver du papier. Sinon on passait. Parce qu'on avait des livres qui fonctionnaient bien. Sauf que je me voyais répondre parfois, je suis désolée, mais on n'a pas de papier, donc je peux pas réimprimer. Voilà. Alors, il se trouve que ça nous est pas arrivé souvent et qu'on s'en est plutôt bien sorti grâce aux imprimeurs. Hein. Là, je remercierai jamais assez les imprimeurs, ils ont été super. Si je dois parler d'un imprimeur, on va parler d'Aubin, par exemple. En plus, ils sont en difficulté en ce moment, donc c'est bien de leur faire de la pub. Donc oui, c'était très compliqué cette période-là. Hein. Et les éditeurs après ça. Là, pour le coup, je parle pas des autres maisons d'édition, je parle de mon expérience chez Brajlon. Ça a créé une cohésion entre les services que j'avais jamais constatée. Enfin, une telle cohésion, on l'avait jamais fait. Voilà, donc ça, c'était plutôt chouette. Et donc, malgré ce contexte compliqué, parce que le monde du livre continue de souffrir en 2026, vous vous dites, allez, on lance une maison d'édition en 2026. Oui. Pour être honnête, ça fait quelques années que globalement on a des mauvaises nouvelles tous les ans à tous les niveaux. Donc le constat il était là. Si on attend encore 5 ans, on n'est pas sûr que ça se passe mieux. Et puis c'est le moment pour nous en fait, pour moi, dans mon parcours de vie, voilà. Et puis si ça fonctionne pas, c'est pas grave, on aura tenté quoi. Et puis on y croit quand même, on y croit. Sinon vous seriez pas sur First Print oui. du tout, qu'on appelle un peu le podcast de la croyance entre nous. Pas du tout, personne n'a jamais fait ça. Ne commencez pas à faire ça non plus s'il vous plaît. Mais c'est vrai que, petite parenthèse, toi César, on avait vu, pour qui te suit sur les réseaux sociaux, que tu parlais de ton projet Crise de la quarantaine. Ouais, et je dis ça en déconnant, mais il y a un fond de sérieux, c'est que maintenant que j'ai des gamins et que je pense, comme tout le monde face au monde qui nous entoure, je pense à l'avenir, au proche, au moyen et à long terme. Et il y a certainement l'idée de vouloir laisser quelque chose, tu vois. Et en l'occurrence, ce projet-là n'est pas arrivé comme celui sur lequel j'allais m'investir à fond pour justement faire en sorte que l'histoire retienne mon nom. C'est pas le but, mais par contre il y a le fait de faire du concret et pas du podcast ou autre chose. C'est là j'ai l'impression de revenir à une envie qui était de travailler pour la culture, même si j'ai l'occasion de le faire dans mon agence. C'est en tant que nounou, on me confie des projets et je les amène aussi loin que faire se peut, et puis après je les rends à leurs parents. Là, l'idée de porter quelque chose quasiment de bout en bout, parce que le projet était déjà très avancé quand Julie me l'a présenté. Il y avait l'idée d'y apposer ma patte et de convenir avec Julie d'un format, d'un concept qui sur lequel moi je me sentais apte à le défendre. Et peu importe ce qui se passe demain ou après-demain, je serais très content d'avoir mené cette petite bataille, parce que ce projet-là, maintenant, il fait partie de moi aussi, et je pense comme Julie qu'il y a une place à prendre, et que ce truc mérite qu'on se penche dessus. C'est pour ça que je t'ai proposé ce petit podcast notamment.
Comment, Julie, comment tu as choisi les textes qui allaient fonder le lancement de la belle ouvrage? Parce que donc on est sur donc les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas, le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, et c'est Orgueil et préjugés et là je vais plus l'avoir, Jane Austen. C'est ça, c'est Jane Austen. Je sais pas, je suis pas, moi je suis BD, hein, les textes sans images, c'est bon, 2 sur 3, c'est bien. C'est pas pour moi. Mais ouais, comment? Parce que j'imagine que alors je sais pas si c'est des textes qui sont libres de droit peut-être ou que vous pouvez utiliser, mais il y en a quand même pléthore maintenant que vous couvrez. Donc pourquoi ces 3-là particulièrement? Alors on avait fait toute une liste de textes qui nous plaisaient. Enfin, c'était la première chose, c'est commencer par une liste on voulait faire, évidemment, et on va peut-être en parler après pour des histoires de coûts dans un premier temps, faire des textes tombés dans le domaine public. Mais donc on a établi une liste de textes qui nous plaisaient. Moi j'avais commencé, voilà, César a ajouté des titres. Et après clairement je suis allée voir, j'ai fait des études commerciales, etc., ce qui pourrait plaire aux gens, voilà. Mais dans une première liste de titres qu'on avait envie à nouveau de défendre et puis de porter autrement, avec un autre regard que ce qui se faisait d'habitude. En fait. C'était pas seulement tes envies. Après, tes envies, tu les as croisées à des classements, à des trends. Avec des études commerciales, on a fait un sondage, on a interrogé les gens. Enfin, voilà, l'idée, c'était quand même que nos envies rejoignent celles de la majorité des gens. Oui, parce que avant même que j'intervienne, tu avais déjà consulté les top Babelio des classiques, regardé ce qui se faisait sur TikTok justement en termes d'appréciation des classiques, et Dorian Gray et Orgueil et préjugés étaient déjà au sommet de ta liste avant même que j'arrive, quoi. Et à ça, quand Julie m'approche, elle a ce discours déjà très cohérent auquel j'ai rien à ajouter, à part « Tu veux bien faire les 3 mousquetaires, s'il te plaît ?» parce que c'est un peu mon rêve d'enfant. Et puis voilà, et bien nous en a pris quelque part. Oui, clairement, il est en tête des ventes. Parce que c'est top là, enfin c'est sur Babellion, enfin c'est quoi? C'est en fait parce qu'il y a une appétence de façon générale alors sur les classiques de la littérature. Et sur, en fait, des rééditions de ces textes, alors, Oui, c'est des textes intemporels, en fait. Et, il y a des nouvelles générations qui arrivent, qui deviennent des lecteurs adultes, qui redécouvrent ces textes que nous, on connaît depuis un petit moment, mais voilà, qui redécouvrent ces textes. Donc, qui sont déjà, qui sont fabuleux, hein. Donc, il y a une évidence à ça. Mais, oui. Et la question, c'était, il faut pas faire l'édition de trop. Par exemple, Orgueil et préjugés, en l'occurrence, il y en a comme même quelques-unes des éditions. On n'est pas les premiers à se lancer dans Orgueil et préjugés. Voilà. Mais j'ose croire que notre édition sera un peu différente des autres. Donc on espère plaire au plus grand nombre. Puis encore une fois, l'idée, c'est d'avoir un regard d'artiste. Donc les artistes avec qui on travaille là actuellement, vont illustrer avec leurs envies, leur façon de voir l'œuvre, etc. Voilà. Donc oui, il y a un public a priori. Donc ça, c'était une volonté aussi dès le départ d'avoir des artistes pour s'occuper de ça. Oui, clairement. Parce que moi, en vrai, maintenant, tout ce qui est illustration, un petit prompt IA et tout, et on est bien, quoi. Tu vois, franchement, moi, alors. Ce truc-là, c'est devenu... Blague à part, il y a plein de maisons d'édition qui ont commencé à le faire et qui se font bien taper sur les doigts maintenant, quoi. Mais le fait de pas passer par l'IA, c'est devenu un truc revendiqué, tu vois, ne serait-ce que pour appuyer sur ce combat-là aussi sur lequel on doit se positionner. Mais il y a 1 an et demi, dans les premiers échanges, quand on a parlé de notre liste d'illustrateurs idéal, où il y avait des Français, des Européens, des Américains, des Chinois, il y avait vraiment de tout. On parlait pas d'IA autant qu'on l'a fait par la suite. Donc en fait, en 1 an et demi, rien que ce sujet-là a trusté, notre quotidien. Je crois que c'est Fabrice qui, dans l'émission que tu as fait sur Étiquette, faisait la même chose. Quand il s'est lancé, en fait, c'était pas un sujet, ça l'est devenu très rapidement, mais en fait, on s'est tous fait prendre de cours. Mais non, l'idée était, ce qui me plaît, le truc numéro 1 qui me plaisait dans le projet de Julie, c'était justement qu'on fasse la part belle à un illustrateur et qu'il puisse s'exprimer, non pas avec une carte blanche, mais une carte gris clair, en fait, pour qu'il y ait un minimum d'échange entre nous et elle.
Je dis elle puisque ce sont trois Oui, illustratrices. parce que tu dis illustrateur, mais en fait, pour l'instant, non. Bah, pour le moment, on a 3 bouquins et chacun de nos bouquins sont illustrés par des femmes talentueuses. Ok, la réunion en non-mixité, quoi, super. Bah, écoute, Vraiment, je fais un petit peu intrus dans tout ça, effectivement. Non, on a des préfaciers hommes, et puis on a des auteurs hommes. Donc, non, on est bien en termes de mixité. Oui, non, mais je plaisante. Je plaisante. En plus, c'est enfin 2 illustratrices dont je connais un peu le travail et que j'aime beaucoup. Anouk Faure, je la connais moins. Mais ouais, mais comment alors, votre choix s'est-il porté sur Anaïs Flony, Juliette Brocal et Anouk Faure? Je te laisse répondre, mais je précise juste avant que pour chaque composante du projet, il y avait la liste Excel sans fin avec des noms. Bah, c'était le cas pour les bouquins, c'était le cas aussi pour les illustratrices. Oui, j'aime beaucoup Excel. En fait, on a eu vraiment clairement de la chance parce que effectivement, on avait des listes et on a tenté les premières de la liste et elles ont dit oui tout de suite. Et merci à elles, parce que on s'attendait pas à ce que ça soit si facile entre guillemets. Elles nous ont fait confiance tout de suite et c'est chouette. Voilà. Je précise que donc il y avait donc une quarantaine de noms, hein, vraiment variés dans des domaines très variés. Hein. C'était là on se retrouve avec 3 artistes qui font de la BD ou des trucs assez pop, mais on avait vraiment des trucs beaucoup plus art déco, art moderne, des trucs comme ça. Et en fait, à chaque fois, on s'est dit bon bah elle ou lui, tu l'associeras à quel bouquin? Ah, peut-être lui. Et en fait, très naturellement, à force d'avoir cette même conversation plusieurs fois devant un écran, ou avoir plus dur, on se dit bon, et lui peut-être Orgueil et Préjugés, elle peut-être Anouk Faure pour Dorian Gray, c'est quand même c'est pas con en fait, parce qu'elle vient de faire un bouquin où, en tant qu'autrice qu'elle a illustré en partie où c'était des décors très gothiques. Bon, peut-être que et bien souvent on ne retient qu'un petit élément qu'on garde en tête et qui, quand on finit par présenter le projet à l'illustratrice, et ben on se rend compte que on avait raison de le garder en tête parce que c'est ce qui permet à l'illustratrice de dire ouais, ok, je veux bien considérer la chose. Et après, on discute. Et là, l'exemple d'Anouk, c'est tout à fait ça. C'est que dans son roman La Cité diaphane, c'est un roman de fantasy très gothique avec de l'architecture extraordinaire. Et quand tu penses à Dorian Gray, tu penses pas à ça, premièrement. Mais en fait, le discours qui s'est passé avec Anouk, qui pour le coup, on connaissait beaucoup moins bien les 2 autres, mais Anouk, c'est une copine de longue date. Je dis, mais t'en penses quoi? Et elle me dit ah ben non, c'est bon, là, l'illustration gothique, j'en ai soupé. Mais c'est dommage parce qu'en fait Dorian Gray, c'est mon roman préféré quand j'étais gamine, et je me dis qu'il y a peut-être une autre manière de faire Dorian Gray plutôt que le fameux portrait que tout le monde fait. Et donc on est au Thaïlandais et elle m'explique ça, et j'ai une patte qui sort de ma bouche. On me dit c'est un oui ou c'est un non, et c'est devenu un oui, quoi. Et en fait chacune des illustratrices, en fait, quand on s'est contenté de leur dire voilà, telle œuvre, on pense à toi, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait, je crois qu'à chaque fois, la deuxième conversation, c'était je pense qu'il y a un truc à faire, et qu'est-ce que vous pensez si je pars par là? C'est ce qu'elle nous a répondu, et bien souvent, on l'a dit bah ouais, ça a l'air génial, et surtout, ça a l'air de se démarquer de tout ce qui se fait. Anaïs Flony, que t'as cité pour Orgueil et Préjugés, en fait, Orgueil et Préjugés, c'était peut-être le plus difficile, parce que, comme tu l'as dit, Julie, il y a eu 14 000 éditions. Et de toutes les manières possibles. Il y a Margot Motin qui a fait du dessin BD franco. On a eu les mangas qui ont apporté leurs pattes un peu sirupeuses, et je dis pas ça de manière négative. On a eu vraiment énormément de versions. Et en fait, on s'est dit, en fait, la carte webtoon BD, moderne, avec des décors très épurés, pourquoi pas? Et elle nous a fait un rof. On a dit, ouais, c'est évident, en fait, c'était ça. Donc, en fait, on a effectivement eu beaucoup de chance parce que tout a coulé de source avec elle. Donc c'est en fait c'est ça, donc vous les avez contactés et après c'était juste des échanges pour trouver l'ADA, enfin le ton que vous allez donner, sachant que les illustrations qu'elles font, c'est pour le coffret, pour l'étui, pour la couverture, la 4e de cou. Est-ce qu'il y en a un à l'intérieur aussi? Comment ça se passe en termes de volume d'illustration? Alors pour l'instant, on en a 2 par ouvrage, pour des questions de coût. On a l'illustration de l'étui et puis on a l'illustration de la jaquette. Voilà. Après, on en a fait aussi un ex-libris, un marque-page, etc. Mais on les a déclinés, ouais. Ouais, on les a déclinés. On espère bien en faire d'autres pour l'intérieur du livre, en fait. En revanche, le livre sera, on a un peu papier de revêtement avec une dorure, mais le parti pris est de pas mettre d'illustration sur le livre puisqu'on la met sur l'étui.
Voilà. C'est de rester assez sobre sur le livre. En revanche, de mettre des illustrations à l'intérieur et sur l'étui en format tableau dans sa bibliothèque. C'est-à-dire que sur la couverture, non, mais à l'intérieur, idéalement, on aimerait pouvoir le faire. Et les illustratrices seraient partantes aussi. Ce sera conditionné au financement participatif et à un palier. En l'occurrence, quand on a dû formuler les objectifs de la campagne, on s'est dit, c'est à partir de là que ça devient embêtant parce qu'on avait un fantasme et on savait que les curseurs étaient très hauts parce que les enjeux de qualité étaient très hauts. Et on n'a pas fait de comment dire, on a une réflexion très simple qui est telle amélioration ça coûte tant fois 3 bouquins, et donc on a tout simplement fait des objectifs qui reflétaient le coût de ces améliorations pour pas mettre un curseur qui était aberrant, pour dire voilà, là ça va être un objectif financier à 10K, puis si on arrive à 12K on va développer le signet. Non, en fait nos objectifs sont vraiment le reflet de ce que ça coûte. L'effet pervers de ce truc-là, c'est qu'on a un objectif assez haut de 200 exemplaires par bouquin, soit 600 au total. Mais au moins, on ne ment pas. En fait, on développe le storytelling qu'on a fait sur Ulule, c'est la dure réalité de la fabrication qu'a présentée Julie. Et voilà. Julie, est-ce que tu peux un peu me donner les détails de l'objet en tant que tel? Donc, on parlait donc d'un étui en tranche. Alors, c'est un étui en coupe franche. En coupe franche, voilà. Pardon. Le carton sera ce qu'on appelle teinté dans la masse, c'est-à-dire quand il est teinté dans la masse, il est coloré en fait. Voilà, il ne sera pas un carton marron. Là, en l'occurrence, nous, on a choisi, ça sera noir ou blanc, selon les œuvres. Donc, sur l'étui, on verra le carton. Ça viendra comme un cadre qui entoure l'illustration. On a choisi, là encore, c'est un parti pris, de pas mettre de titrail sur l'étui et sur l'illustration. On est vraiment sur un tableau, donc on met pas de texte sur un tableau. Donc on laisse la place complètement à l'illustration. On est vraiment sur un tableau. Alors pareil, on part sur un pelliculage hyper brillant. Voilà, ça aussi c'est un parti pris. Donc, le pelliculage, pardon, c'est la couche qu'on vient mettre. C'est vrai aussi pour les livres, hein, qu'on vient mettre par-dessus une couverture ou là en l'occurrence un étui pour protéger le carton en dessous, pour pas que ça s'abîme. Et il peut être soit mat, soit brillant. Comme les photos, à l'époque où on faisait des photos. Très mauvais exemple pour une partie de ton auditoire. C'est pour ça que vous voyez, il y a des livres qui ont des couvertures mat, il y a des livres qui ont des couvertures qui brillent. C'est grâce au pelliculage et à celui qu'on choisit. Nous, on a fait le choix de partir sur du très, très brillant. C'est vraiment mon souhait, voilà. Parce qu'on sera sobre sur tout le reste, en fait. Donc voilà, on met sur l'étui, on met en valeur l'illustration et à l'intérieur, il y aura donc le livre qui sera avec relié. On l'espère cousu, avec une couverture cartonnée du coup, et un papier de revêtement qui va venir habiller le livre. Parce qu'il n'y a pas d'illustration, mais il y aura un joli revêtement. Voilà, qui fait un peu classe avec une dorure, etc. Et à l'intérieur, on dégarde qu'on espère illustrer, des illustrations, des nouvelles illustrations des artistes et un très très beau papier. Ça, c'était voilà. C'est un peu l'idéal en termes de fabrication. Et voilà. Le papier, on parle de quoi? Est-ce qu'il y a combien de types de papier qui existent? Il y en a beaucoup. Beaucoup. Il y a beaucoup. Enfin, il y a quelques papetis qui se partagent le marché et ils ont eux-mêmes des gammes de papier qui vont du papier le moins cher du monde. Le dernier en date que j'ai en tête, c'était le bulky. Voilà, c'est des papiers assez épais, un peu pas très jolis. Enfin, mais c'est pas le but. Hein. Faut pas leur but est pas d'être très joli, mais c'est ce qu'on appelle les papiers avec traces de bois. Voilà. Et plus on va vers du papier qualitatif, ce qu'on appelle les papiers sans traces de bois. Voilà. Ce qui donne les aspects un peu premium quand vous ouvrez votre livre et que vous dites « Oh, le papier, il est chouette. » Il y a la main du papier aussi. Est-ce que, en gros, si je parle... La main du papier, c'est l'épaisseur du papier. Donc, plus la main épaisse, souvent moins le papier est cher parce que c'est pas très joli. Pareil.
Plus le papier est ce qu'on appelle surfacé, donc aplati, donc pas très épais, plus il est cher. Voilà. Et c'est vraiment sur un rendu final et puis plus il dure dans le temps aussi. Il y a ça aussi. Parce qu'un papier avec trace de bois, c'est un papier qui va jaunir. Sans trace de bois, normalement non. Bon. C'est-à-dire qu'il a été plus traité alors dans le process. Oui, il a été plus traité. Il y a plus de travail dessus. En fait, on a enlevé parce que le papier c'est quoi? C'est du bois. Hein. Bah, c'est vraiment littéralement on a enlevé les traces de bois. Voilà. D'accord. Et j'imagine que toi, en tant qu'obsédé des tableurs Excel, t'as fait, j'imagine, plein de tests avec les différentes options qu'on peut avoir sur la couverture, les différents types de papier, différents types d'encre et tout ça. Ça t'a pris combien de temps de c'est 1 an et demi de recherche. C'est ça, c'est vraiment... Jusqu'au bout, en fait. Là, on a nos derniers devis datent du début d'année, alors qu'on se lançait mi-février, quoi. Pour être honnête, j'ai arrêté parce que sinon j'allais devenir un peu folle, mais parce que la difficulté du crowdfunding, c'est qu'on connaît pas le tirage. Donc il fallait que j'ai, dans ma tête en tout cas, tous les cas de figure possibles. En plus, on part sur 3 titres et non pas un seul. Donc ça multiplie par 3 les devis, les possibilités. Donc voilà, il fallait que je sois prête à devoir imprimer 20 exemplaires d'un titre et potentiellement 580 d'un autre. Ou voire, soyons fous, 1000 ex si on y arrive au-delà de nos espérances. Donc, il fallait que je sois prête. Et puis, l'idée, c'était de déterminer un prix de vente parce que c'est de la... Nous, on a fait le choix parce que voilà, on travaille chez nous, on n'a pas de frais de structure, etc. Mais le coût de revient du livre, il est à plus de 50% de ce qu'on propose comme tarif. Donc, il est très cher, mais ça s'explique par le fait que j'ai des devis avec des exemplaires à moins de 200, des tirages à moins de 200 exemplaires. Ce qui n'est pas le cas dans les grosses maisons, pour le coup. Par exemple, Brajlon, on tirait jamais à moins de 1000 exemplaires. Enfin, assez rarement, par exemple. Mais il va de soi que si on avait, dans un autre monde, on aurait une structure derrière nous et qu'on aurait pu, commander à un imprimeur à 500 exemplaires de chaque bouquin, bah, le prix affiché des bouquins actuellement aurait été moindre. Mais on peut pas se permettre de tirer sur la comète, en fait. De faire des plans sur la comète. À chaque fois qu'on fait un enregistrement, je sors une variation d'expression. Après, tu peux tirer sur une comète, t'auras l'air d'un fou, mais tu peux le faire, ça, y a pas de souci. Oui. Attends, vas-y, je l'ai cherché. Il est dans mon sac, ouais. Mais oui, donc du coup, les possibilités étaient multiples, donc j'ai voulu me préparer à toutes les possibilités. Mais en fait, il y en a tellement que à un moment donné, je me suis dit, on va arrêter, on va lancer, et puis on verra ce que ça donne à l'issue. Mais c'est pas fini. L'imprimeur est pas déterminé. Parce que ça dépendra du tirage et de ce qu'on arrive à obtenir comme financement. Mais en tout cas, sur la base on va dire de prospective de ce que tu veux faire, de ce que vous voulez faire comme bouquin, à quel moment tu sais aussi que là c'est bon, t'as quand même la bonne combinaison en me disant là c'est bon, j'ai le matériel que je souhaite, j'ai le papier que je souhaite aussi, et si on prend cet imprimeur là, ça rentre dans la vision du projet que j'ai. Ça, je le sais depuis environ 6 mois. C'est après les détails qu'on affine et que je sais pas encore avec lequel, mais j'ai plus d'une centaine de devis. Hein, donc, je sais que le projet est cohérent financièrement, en tout cas. Et pour établir le prix de vente, on est parti du principe qu'on avait effectivement des tout petits tirages. Voilà. Ce qui explique encore une fois le prix de vente élevé. Hein. Mais oui, on était obligé d'avoir un projet cohérent qui tenait la route avant de lancer, sinon on n'aurait pas lancé. Maintenant, c'est plus une histoire de détails à fignoler. Parce que tous les imprimeurs sont pas en capacité de faire la même chose. Enfin, voilà. Est-ce que c'est en termes de volume, en termes de paramètres, Oui, alors déjà, il faut savoir qu'il y a 2 types d'imprimeurs. Il y a les imprimeurs, ce qu'on appelle numériques, donc c'est pour toutes les petites quantités. Et puis il y a les imprimeurs offset, traditionnels, où là on est normalement à partir de 800-900 exemplaires, normalement. Il se trouve que nous, on fait quand même des gros bébés, les 3 mousquetaires. Donc, l'impression traditionnelle, on peut peut-être descendre à 600, 700, tout ça se négocie avec les imprimeurs, bien sûr. Ouais. Mais du coup, c'est pas les mêmes imprimeurs interrogés, et ils ont pas les mêmes capacités, ils ont pas les mêmes machines. Donc il y en a un qui va me dire, moi, je sais faire le livre, mais alors l'étui, je sais pas faire. Ça a été une de mes grosses difficultés, parce que pour le coup, l'étui, je l'avais en tête depuis le début.
tous les cartonniers et tous les imprimeurs ne savent pas le faire. Enfin, clairement, il y en a 2-3 en France. En plus, on voulait travailler avec des imprimeurs locaux, parce que si j'avais voulu, on le faisait en Asie et le problème était réglé. C'est pas le cas. On veut travailler avec soit des Français, soit des Italiens au plus loin. Donc voilà, les contraintes étaient nombreuses en fait. Donc il a fallu un peu pousser certains imprimeurs que je connaissais bien en disant mais si mais je sais pas comment on va faire cet étui. Mais si je pense que tu peux, voilà. Donc il travaille. Quand je te parlerai de rapport de domination tout à l'heure, bah voilà. Oui. C'est pas un rapport, c'est un rapport d'entraide et de collaboration. Et puis parce qu'on se fait confiance maintenant, mais on se connaît bien. C'était avant ou après que t'aies pris leur famille en otage du coup? Même pas. J'ose croire que certains m'aiment bien. Et puis qu'ils ont compris le projet en plus. Enfin, c'est surtout ça. Ah bah d'après les retours qu'on a eu, oui, non, il y a des gens qui nous ont dit. Mais je te parle au tout début. Au tout début, c'était pas une évidence. Enfin, on n'avait pas grand chose à montrer. Voilà. Ouais, puis il y en avait d'autres qui te connaissaient de longue date qui disaient Julie, elle est pas née de la dernière pluie, elle peut. Ouais. Si elle nous propose un truc à elle, on va au moins y accorder de l'importance, quoi. Oui, non, je les remercie tous d'ailleurs parce qu'effectivement, j'en ai épuisé certains. Mais voilà, effectivement, donc on multiplie le nombre d'imprimeurs, le nombre de machines. Est-ce qu'on passe en direct par un cartonnier? Est-ce qu'on passe par un imprimeur? Qui est capable de faire l'étui qu'on demande? Sous quelles conditions? Là aussi, c'est pas voilà. Certains cartonniers m'ont dit moi j'ai que du carton noir, j'ai pas de carton blanc. Ok, bon mince, parce que on aimait bien le cadre blanc sur Orgueil et Préjugés. Donc on continue de chercher, etc. Et voilà, tout était comme ça. Est-ce qu'on imprime en quadri à l'intérieur? Quadri, c'est quand tout est couleur. Même si le texte est en noir, c'est un choix. Enfin, est-ce qu'on met pas un petit filet de couleur parce que c'est joli, voilà. Est-ce qu'on imprime en noir parce que c'est quand même moins cher? Le coût de fab, pareil, grimpe au fur et à mesure. Donc c'est pas les mêmes imprimeurs qui impriment en quadri et de ceux qui impriment en noir. Enfin voilà, et donc j'ai des devis de tous ces collaborateurs potentiels. Enfin voilà. Donc mais on est prêt. Puis même en termes d'assemblage, il y a le truc, c'est est-ce que les feuillets sont imprimés au même endroit que la couverture? Est-ce que l'assemblage de la couverture avec les feuillets qui constituent donc le bouquin se fait au même endroit? Puis ensuite, est-ce que le bouquin et l'étui sont faits aussi suffisamment proches ou est-ce qu'il faut les assembler ailleurs? Donc tout ça, c'est des possibilités. Oui. Ouais, ça multiplie fois 1000, fois 1000, mais beaucoup en tout cas. Ça multiplie le nombre de possibilités de travailler avec plutôt l'un ou plutôt l'autre. Mais bon, c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit on arrête parce qu'en fait. On va attendre de savoir combien il faut en fabriquer et on avisera à ce moment-là. On avait globalement le coût de revient général. Voilà. Le coût de revient, c'est quoi? Et bien là, on est à... la définition. Le coût de revient, le coût de revient, c'est ce que coûte à fabriquer l'ouvrage. Ok. Voilà. Et pour tout dire, donc nous, on vend nos livres assez cher, puisqu'on est entre 64 et 94 euros. Et voilà, le coût de fab, c'est 56% du prix de vente. Voilà. Donc oui. Et en général, dans une maison d'édition, le coût de revient, il est entre 8 et au max 25%. Donc là, vous avez doublé par rapport au maximum. Mais ce qui est motivé par le fait que à la fois, vous faites des beaux ouvrages en tant que tels. Et surtout, que comme c'est des tout petits tirages, en fait, forcément, ça augmente. Si vous faisiez un tirage de 5000 exemplaires, j'imagine que le coût de revient, il descendrait sûrement aux 25% qui sont acceptables. Alors, justement, comment est-ce que vous avez réussi aussi à vous accorder sur quel est le prix qu'on va fixer pour un beau livre, sachant qu'en général, les beaux livres, c'est effectivement toujours, on s'attend à un prix onéreux, mais c'est vrai que là, on est sur 64 à 94, tu m'as dit. Oui. Alors après, parce que les Trois Mousquetaires, donc le plus cher, c'est aussi le plus épais, puisque tu disais qu'il était dans les 900 pages. Alors, 768 après qu'on ait repassé un tour de maquette. J'ai vérifié, c'est ce qu'on a annoncé. Tout ça, c'est estimatif de toute façon. Mais effectivement, à la base, on était à 900 pages parce que... c'est pas des poches, on est d'accord que c'est des bouquins, c'est du grand format et tout ça, juste qu'on soit bien d'accord sur l'objet que ça représente. Mais c'est vrai que même chez les grandes maisons d'édition, on a rarement, encore que justement chez Brajlon, le Dracula qu'ils ont fait avec la traite de Maxime Ledin, après il est très grand.
Mais il était à 60 balles et quelques aussi, quoi. Donc on est dans ce registre-là de beaux livres, de beaux livres aussi illustrés, tout ça. Mais après, Brajlon a les moyens d'une maison qui désormais en plus appartient à un immense groupe, ce que n'est pas la Belle Ouvrage. Hein, mais c'est vrai que Dorian et Orgueil et Préjugés donc sont dans des tarifications qu'on peut retrouver en librairie. Ça, on est à peu près alignés. Les Mousquetaires sont notre petite aberration personnelle. Néanmoins, moi, je parlerai pas d'aberration, pour le coup, parce que, pour justement, alors, on a beaucoup discuté avec César, on n'était pas, moi, je sais qu'on a des ouvrages, donc forcément, il y a un côté, on peut pas les vendre à moins de temps, sinon. Et moi, je pense à la plèbe. Et César me répondait à raison, effectivement, mais c'est trop cher, on n'arrivera jamais à les vendre. Donc, il a fallu trouver un juste milieu, et puis surtout, on est passé par un sondage. Voilà, en disant, mais en gros, aux gens, voici notre projet, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous achetez? Est-ce que vous achetez pas? Voilà, j'ai passé mon été, je savais pas faire des sondages avant, maintenant, je sais un peu de quoi ça parle. Je précise, on est passé par un panéliste professionnel qui nous a orienté vers des gens qui répondaient à des questions qui sont sollicités plusieurs fois à l'année, un peu comme Médiamétrie le fait avec les audiences, ce genre de choses. Et donc, on leur a laissé le bénéfice de la cible, en fait. On leur a dit, on veut juste des gens qui sont intéressés par l'illustration, par le livre, par la déco. Et à partir de là, on ne sait pas qui a répondu à ce sondage-là, mais il y avait une 50aine de questions. Et donc, on a eu un portrait robot du lecteur. De notre lecteur, en tout cas, éventuel, voilà, de la personne. Et les gens nous ont dit, mais enfin, tous les prix étaient évoqués, mais globalement, ça leur semblait pas aberrant d'avoir les prix qui sont les nôtres aujourd'hui. Voilà. Donc, quand je parlais d'aberration pour les Mousquetaires, c'est à deux titres. C'est la pagination qui est beaucoup plus importante que les autres, ce qui explique son prix, mais aussi parce que autant, alors Orgueil et Préjugés, on a dit, il y a beaucoup d'éditions. Dorian Gray, des collectors, il y en a eu un certain nombre aussi, même si notre approche est un peu différente. Pour les Mousquetaires, il y avait vraiment un manque, et c'est ça qui m'a fait dire allez, lançons-nous, voyons ce que ça donne. Et ce sondage, alors que les Mousquetaires étaient un peu en dessous des enquêtes que tu avais faites toi, et le sondage qu'on a fait l'été dernier, par contre, l'a catapulté en tête. Donc en fait, on savait déjà que ça serait a priori celui qui marcherait le plus. Pardon. On savait déjà que ça serait celui qui marcherait le plus a priori. Ce qui se confirme là. Vous savez à quoi c'est lié? Il était attendu celui-là plus que d'autres. Effectivement, je pense qu'il y a eu plus de rééditions d'Orgueil et Préjugés et du portrait de Dorian Gray que les Trois Mousquetaires. Et je sais pourquoi. Parce que ça coûte très cher à fabriquer. Les maisons d'édition sont un peu frileuses. C'est un livre. Puis quand tu vois, quand il y a eu les deux films récents. Ouais, c'est ça, je me dis aussi qu'il y a peut-être ce nouvel appel. Donc, oui, et il y a eu quelques éditions vendues comme collector avec beaucoup de guillemets, mais qui étaient des trucs uniquement en grand format avec une couverture reliée, mais qui était tout le temps la même avec la fleur de lys ou les deux épées croisées, quoi. Et moi, j'avais honte de ça en tant que fan de Dumas. Et donc, il y avait un petit côté vraiment revanchard de ma part. Mais la vraie autre raison, au-delà de cette absence de beaux bouquins, parce que il y avait quand même eu une collection Hachette avec des classiques de Dumas, comme à l'époque, avec des gravures, etc., qui sont très belles. Mais il y avait rien de truc moderne. Il y avait pas de truc moderne. Et la raison pour laquelle ce bouquin-là fonctionne un peu plus que les autres aujourd'hui, c'est aussi parce que l'illustratrice qu'on a missionnée pour donner corps à cette version des Mousquetaires, c'est Juliette Brocal, qui a un auditorat assez dingue et qui est identifiée auprès des fandoms internationaux des Mousquetaires comme une nana qui les illustre parfaitement. Moi, c'était un fantasme au début. Ça devait pas être elle au départ. Parce qu'elle n'était pas dispo. On peut la nommer d'ailleurs, c'était Camille Leto qui va bientôt sortir une BD là cette année, qui a dû passer la main à son tour. Qui vient de sortir La rumeur du chat perché chez Kinaï, ça vient de sortir là. Et Juliette a repris la main quand Camille a dû passer son tour. Et donc, comme moi j'adorais ce qu'elle faisait en la matière, j'avais presque pour mission de comme life goal de me dire si je dois éditer les Mousquetaires un de ces jours, c'est sous cette apparence là, et je suis ravi parce que c'est parfaitement ce que j'avais en tête. Et il semblerait effectivement que l'auditorat international de Juliette réponde à ces propositions. D'accord. Et alors il y a aussi des préfaciers.
les préfacières dans vos ouvrages, comment vous êtes allé les chercher comment êtes-vous allé chercher ces personnes? Alors, il y en a un, on connaît dans notre auditoire, puisque c'est Frédéric Sigrist pour, justement, pour les Trois Mousquetaires. Quiconque a écouté Blockbuster sur France Inter sait que Frédéric est un amoureux des Trois Mousquetaires et d'Alexandre Dumas à bien des égards. Donc, c'est vrai que c'était pas... en tout cas pour de mon côté de le voir là-dessus c'était pas incohérent clairement non c'était et pas surprenant et pour les autres alors comment est-ce que vous êtes allé les chercher au culot. Alors Fred ça a été assez simple puisque ça fait 1 an qu'il est partant. C'est à ton anniversaire que j'en ai parlé il y a 1 an. Mais moi, je pense vraiment qu'à terme, je vais mettre des commissions sur tous les projets qui se montent à mon anniversaire. Oui, je veux bien être invité la prochaine fois. Bah oui, tu commission seras là bien. Ça s'appelle les First Print Awards. Voilà, donc j'estime que je vais donner de ma part. Toi, oui, mais il y en a d'autres à chaque fois qui me disent ouais, mais tu sais, son anniversaire, on s'est parlé, maintenant on fait ci, on fait ça. Ça commence à bien faire. Moi, je veux toucher des Non, mais sous. regarde, t'as contribué à ce projet-là, tu vois, indirectement. Mais j'en suis ravi. Mais effectivement, j'avais fait mes compliments sur l'émission qu'il avait faite Dumas. Oui, on avait fait une, c'est ça. Et on n'était pas trop éméchés. Et je me dis, mais dans un monde idéal où demain je fais les Mousquetaires, tu voudrais pas y participer? Il m'a fait ouais, et 1 an plus tard je le relance, il me dit ah oui non mais j'avais pas oublié, alors que je pensais qu'il était passé à d'autres choses vu qu'il a eu quand même pas mal d'aventures récemment. Et non, il était tout à fait partant. On a mis en ligne hier la vidéo où il explique sa passion pour le personnage. Dans le cas alors là encore, liste pas possible de gens où on s'est dit ah bah tiens lui il serait pas mal pour Dorian Gray, elle serait pas mal pour Jane Austen. Et on a essuyé beaucoup de refus, et je pense que un jour, pour le fun, on diffusera la liste de tous les gens qui nous ont dit non, mais pour des questions de timing ou essentiellement, en fait, il y a personne qui nous a dit non, parce que votre projet, c'est de la merde. Casse-toi, tu peux aller. Il y a une personne qui nous a dit non parce qu'elle voulait pas être associée à Rokhaya Diallo, qui signe la préface d'Orgueil et Préjugés. Je veux pas dire qui c'est, et puis voilà. Et Rokhaya Diallo, c'est tout simplement l'étiquette de gaucho. Je vais voir la dernière de Guillaume Meurice et elle est invitée. Et là vraiment, je fais oh bah oui, elle venait de sortir le dictionnaire amoureux du féminisme chez Plomb. Et en fait, je fais bah ouais, regard contemporain sur les codes sociaux du féminisme et de la manière dont on se comporte avec l'autre quand il y a un rapport de pouvoir. Et donc là, je parle de Darcy par rapport à Elizabeth Bennet, donc la personnage d'Orgueil et Préjugés. Et vraiment, ça a fait tilt. Et je me suis dit, bon, bah écoute, tâchons de trouver ce numéro, on le trouve, on l'appelle au débeauté, et elle répond. Et évidemment, alors Rokhaya Diallo, c'est quelqu'un qui... toi comme moi, on est des personnes occupées, mais elle, je pense que... Oui, c'est pas le même. On n'est pas sur le même spectre de... Ouais, elle fait 14 milliards de choses. De business, ouais. Qui plus est d'utilité publique. Et en fait, j'ai réussi à la choper pendant une marche de 10 minutes entre 2 rendez-vous. Et donc, je lui présente le truc, et je pense que ce qui lui plaît, c'est de... Là, j'extrapole totalement. Mais je pense qu'au-delà de la proposition, ce qui lui plaît, c'est de continuer à mener la bataille culturelle, en fait, sur un terrain où on lui avait pas proposé, justement, de mettre un casque et de faire ce qu'elle fait très bien au quotidien quand elle doit démonter un droitard en face, quoi. En l'occurrence, donc, on avait eu d'abord un accord de principe. On est passé par son agente qui connaissait Anaïs Flony, qui illustrait le bouquin, qui a trouvé l'idée géniale, qui a soutenu le projet. Et donc, on est ravis de pouvoir dire que si on fait des préfaces, Rokhaya Diallo fera celle d'Orgueil et Préjugés. Et dans le cadre du portrait de Dorian Gray, là, c'est Julie qui a déniché. Oui, en fait, je suis allée voir une pièce de théâtre qui s'appelait Dorian, au moment où on réfléchissait à trouver un préfacier ou une préfacière. Et il se trouve qu'il y a une pièce de théâtre qui pop. Donc, je suis allée la voir. C'est une compagnie qui est basée à Nantes. Donc, un soir, on a pris la voiture, on est parti, on a fait une heure et demie de route pour aller voir la pièce. Vraiment, ça m'intriguait. Et du coup, je suis allée voir la pièce, et je m'étais dit, mais ça m'intéresse parce que effectivement, c'était une pièce qui apportait un regard queer
à l'œuvre d'Oscar Wilde. Donc, je suis allée voir la pièce et j'étais emballée par la pièce. Et il se trouve que dans la pièce jouait Océan et que cette pièce avait été mise en dramaturgie, puisque c'est comme ça qu'on dit, par Ezra Bodou. Voilà. Et donc, comme j'étais emballée par la pièce et par le regard qu'ils apportaient sur l'œuvre, je leur ai demandé et ils ont dit oui. Voilà. Merci à eux d'ailleurs. Pareil, ils nous ont fait confiance. C'était pas gagné. Et mais tu disais que les préfaces n'étaient pas forcément incluses dans le bouquin. Alors, elles sont sujettes à validation de la campagne. Un des premiers paliers, le 3e, si je me rappelle bien. On a été très transparent avec les auteurs et autrices. On leur a dit comment ça fonctionnait. Et la lettre accord qu'on leur a envoyée stipule que c'est conditionné au financement participatif et à son succès, et que si on n'atteint pas le palier correspondant, on se serra la poigne bons amis, et qu'on retravaillera ensemble le jour où on pourra. Mais effectivement, à ce stade, les préfaces ne sont pas dans la proposition initiale. D'accord, elles sont dans le projet, mais elles sont pas encore complètement sûres d'être dans les bouquins. C'est ça. Et alors, comment on a jusqu'à quand pour soutenir Label Ouvrage? On en est où là à l'heure où on enregistre ce podcast? Je crois qu'on est encore dans le début de la campagne. Ah oui, on a lancé il y a quelques jours seulement. Ça fera une semaine demain, et on a choisi de faire une campagne longue. Donc ça veut dire 5 semaines. Donc on terminera le vendredi 27 mars. Le temps de, on a conscience que c'est un projet complexe, dans le sens il y a beaucoup de composantes. Tu vois, là on a survolé pas mal d'entre elles, mais suffisamment pour qu'on donne, je pense, une bonne image de ce que c'est. Mais on va utiliser ce temps pour, via les news Ulule et les réseaux sociaux, développer chacune de ces composantes. Il y a Julie qui va faire des spotlights sur la fabrication pour expliquer le prix. On va mettre à l'honneur nos illustratrices et nos préfaciers. On va montrer les refs des illustratrices, quelles ont été leurs réflexions, décrire comment elles se sont emparées du projet pour nous proposer les illustrations que les gens peuvent voir aujourd'hui. On va mettre en valeur aussi les préfaciers. Je disais hier qu'on a mis en ligne une vidéo avec Fred et voilà, tout ça va être pointé du doigt pour montrer que chaque aspect de cette campagne, en fait, c'est pas du flan, c'est le résultat de beaucoup de travail. Et surtout, dans votre campagne de communication, le plus important sera aussi le hashtag un TikTok pour César. On le rappelle, ce sera sûrement le point d'orgue de cette campagne de communication quand tu auras ramené. Voilà. Écoute, encore une fois, je dis pas non, mais bon, d'ici à ce que ça se fasse. Ta petite tête, très bien. Donc jusqu'au 27 mars, donc vous avez le temps d'aller jeter un œil à la campagne actuellement en cours. Le lien est dans la description de ce podcast. N'hésitez pas d'y aller, de la mettre dans vos favoris si vous voulez pas contribuer tout de suite, mais vous attendez la paye de fin du mois. Mais en tout cas, n'hésitez pas à y participer avant sa conclusion. Et Julie, César, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir présenter ce projet dans notre podcast. J'espère le voir concrétisé, puisque j'ai moi-même, avant d'enregistrer ce podcast, soutenu ce projet. Donc, et on t'en remercie. Voilà, j'attends. Moi, je les attends, ces bouquins, surtout que il y en a 2 sur 3 que j'ai jamais lus, donc ça me donne bien envie. Laisse-moi deviner. Donc, Orgueil, tu l'as dit, et Les 3 Mousquetaires. Ouais, oui. T'imagines bien qu'il y a que Dorian le fantastique. Ça correspond à ta personnalité émo, ça. Exact. C'est complètement ça, en plus. Je suis... c'est ma copine qui me dit souvent que je suis lisible comme un livre ouvert de 2 pages. Voilà, que je suis assez facile à cerner. Très bien, mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir donné de votre temps. Merci beaucoup. Oui. Et si ça vous a plu, ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir et à le partager. C'est à la fois pour faire connaître l'émission, mais aussi mettre en avant le travail des personnes qui passent à nos micros. Et si après avoir contribué à la campagne, il vous reste des sous, eh bien n'hésitez pas à nous en donner sur notre Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on se dit à très bientôt pour la suite de nos émissions. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Salut.